une ouverture vers l'ensemble des citoyens pour proposer des alternatives politiques. Mais à partir du moment où vous avez une sensibilité particulière sur des questions de racisme, sur des questions d'islamophobie, sur un certain nombre de questions internationales, automatiquement, on vous renverra à vos origines, à votre appartenance religieuse et à l'accusation de communautarisme. Donc ça, c'est un paradoxe parce que la participation citoyenne, qui est une démarche d'ouverture, à partir du moment où elle est trop critique en matière de revendication de droits, sera assimilée à une forme de communautarisme. Et dans le même ordre, et c'est là l'énorme paradoxe, c'est que on accuse en conséquence de ce rejet politique vécu par certains acteurs qui ont tenté de s'intégrer aux partis politiques dominants, ces gens-là se sont parfois repliés sur d'autres alternatives beaucoup plus critiques et parfois plus en rupture. Et donc il y a l'idée donc de communautaire ou communautarisme. Mais dans le même ordre, lorsqu'on essaye, et que certains ont essayé d'intégrer le jeu politique existant, on les accusait aussi d'entrisme. C'est-à-dire que lorsque vous reconnaissez pleinement comme citoyen français, respectueux des lois et du cadre qui est celui de la République française, mais comme j'ai dit, vous pouvez avoir une sensibilité religieuse ou une mémoire du fait de vos origines, de ce que vous ont transmis vos parents, tout de suite, il y a cette suspicion, on dit il essaye de faire de l'entrisme pour défendre des revendications communautaristes. Et donc ça, c'est un autre mécanisme très problématique. L'autre élément, et ça dépasse le champ politique, c'est, comme je l'ai dit, c'est la promotion d'exemples. On vous montre des exemples et on vous dit, regardez, telle personne a réussi. Elle a fait des études brillantes, elle est devenue ministre, elle est devenue fonctionnaire au niveau de la haute fonction publique, et elle est d'origine marocaine, algérienne, d'origine turque, d'origine sénégalaise. Et donc c'est la preuve que la machine d'intégration française fonctionne et que finalement la critique et la dénonciation des mécanismes structurels de discrimination sont complètement exagérés. Mais sauf que cette logique de promotion d'individus participe elle-même du renforcement des discriminations. Et elles permettent finalement de mettre en avant l'arbre de la réussite qui va cacher la forêt des discriminations effectives. Je m'explique. Quand on dit si telle personne a réussi, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de discrimination et que l'ascenseur social fonctionne. L'implicite de ceci, c'est de dire que ceux qui ne réussissent pas, c'est soit parce qu'ils sont des incapables, soit parce qu'ils sont feignants. Et donc, on fait porter l'échec de l'ascenseur social à l'individu et on ne remet pas en cause les mécanismes globaux, structurels, holistiques qui produisent de la marginalisation, qui produisent de l'exclusion sociale et qui produisent de la discrimination, et de nombreuses études le montrent. Pour vous donner un seul exemple, un chiffre d'une organisation qui, je pense, ne peut pas être taxée de communautariste ou autre, qui est l'Organisation internationale du travail. Il y a quelques années, ils avaient sorti une enquête référencée, scientifique, qui démontrait que 4 fois sur 5, un employeur en France, lorsqu'il a le choix de discriminer, c'est-à-dire lorsqu'il a le choix entre un Français issu de l'immigration et un Français entre guillemets autochtone, il choisissait le Français entre guillemets d'origine et il discriminait le Français d'origine issu de l'immigration postcoloniale, d'origine étrangère. Et donc ça, ce sont des chiffres, il y a des chiffres, il y a des faits. J'ai encore combien de temps ? 1 minute. 1 minute, d'accord. Donc je vais essayer d'aller vers ma conclusion. Le temps passe toujours très vite. Donc voilà un certain nombre de mécanismes qui posent problème. Et donc à ce niveau-là, pour toujours essayer de rester dans une perspective positive, il y a des mécanismes qui, dans leur structuration, évoquent une logique post-coloniale. Et ça, on doit le reconnaître, mais pas simplement pour être dans une logique de critique et simplement blâmer, mais simplement pour essayer de faire évoluer les choses et dans une perspective d'avenir pour briser ces blocages qui empêchent une participation politique égalitaire des populations issues des minorités et des populations issues de l'immigration ou, d'une manière plus restreinte, des Français de confession musulmane. L'autre élément, c'est que sur tout ce discours sur la diversité, qui est très en vogue en France,
Il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, lorsqu'on parle d'un groupe en particulier, on oublie qu'il n'y a pas de minorité citoyenne. Il y a des minorités religieuses et ethniques, mais sur le plan citoyen, il n'y a que des citoyens. Il n'y a pas de minorité ou de majorité. Devant la loi, tout le monde est citoyen à part entière et à part égale. Et donc, il est important de rappeler cet élément de l'appartenance commune à une citoyenneté commune et à une nation commune. Et donc ça, en termes de solutions, et c'est un de mes conseils que je peux adresser à l'ensemble des acteurs sociaux et politiques et médiatiques français, européens en plus général, c'est plutôt que de constamment nourrir le clivage de nous et eux, essayer dans une logique de vivre ensemble et de cohésion sociale et d'unité nationale, de nourrir un récit commun. Et je pense qu'il faut réécrire le roman national français, le roman national de l'ensemble des pays européens, pour que ce récit national, ce roman national qui fait l'histoire commune, qui fait le présent, mais qui fera aussi l'avenir, soit un récit national inclusif et un récit national d'unité, qui insiste plus sur le nous, ce qu'il y a de commun, ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut construire ensemble pour l'avenir, plutôt qu'être dans une logique de division. L'autre élément, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique à la France, c'est vraiment de cesser avec cette vision liberticide de la laïcité, qui ne correspond pas à ce que dit la loi de 1905 en France, qui ne correspond pas à l'esprit, au fondement de ce qu'est la laïcité, et vraiment être dans la logique de promouvoir ce qu'est la laïcité historique, une laïcité ouverte, une laïcité qui dans son esprit était là aussi pour protéger les minorités religieuses contre une majorité religieuse qui pourrait parfois, du fait de sa dominance, avoir cette volonté d'hégémonie, et qui insiste sur le primat de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Et ça, il faudrait vraiment que les autorités françaises l'entendent et cessent de discriminer les minorités religieuses, et notamment les musulmans, sous le prétexte de la laïcité, et notamment de les discriminer sous le champ politique. Ouvrir le champ politique à la diversité, tous les chiffres et les études sur le sujet montrent que les minorités, d'une manière générale, et particulièrement les Français de confession musulmane, sont sous-représentés dans les partis politiques et sur le plan politique. Et le dernier point, c'est d'ouvrir les débats politiques à plus de liberté d'expression. C'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre de sujets tabous, et dès que certaines personnes issues de ces minorités font preuve selon certains critères, d'une trop grande liberté de ton et d'un ton critique, ils sont marginalisés et ostracisés. Et donc, ouvrir le débat à une plus grande liberté d'expression. Je vous remercie. Nous allons retenir de l'intervention de Yann Ismail. J'ai retenu plutôt personnellement deux expressions assez marquantes. L'ouverture d'esprit, donc l'ouverture à la diversité, et l'injonction à l'intégration. Entre l'injonction à l'intégration de certains et l'injonction à l'assimilation de Nicolas Sarkozy, et dans le même temps le conseil de Jean-Pierre Chevènement aux musulmans d'être discrets, il nous semble que la tâche est difficile à assumer. On nous souffle le chaud et le froid selon la situation ou le contexte du pays. J'aimerais partager avec vous une expérience personnelle. Quand on parle d'intégration ou d'assimilation, je pensais être intégré à la société française. J'y vis depuis plus de 30 ans. Je suis arrivé à l'âge de 8 ans, donc je parle mieux le français que le turc. Et quand, pour participer à la vie politique et à la vie sociale du pays dans lequel je vis, j'ai été élu à la Chambre de commerce de Lyon. Le président de l'époque m'a présenté comme Bilal Dink, notre ami turc qui est parmi nous et qui donc va participer aux travaux avec nous. Donc, non seulement d'un côté, on a l'injonction d'intégration et d'assimilation, mais il faut que cette injonction soit valable dans les deux sens et qu'ils assimilent enfin notre présence et notre différence dans leur conception de la vie de tous les jours. J'aimerais donner la parole maintenant à notre ami Mertefe Bartanoğlu, qui est président de Mevarus, société de réflexion
et de recherche, institut de réflexion et de recherche en Norvège, et qui est également ancien parlementaire d'Oslo, qui va nous exposer la situation des minorités et leur participation à la vie politique en Norvège. Thank you. It was quite an experience about French, so we can change up to the English. Dear audience, I'm happy to be part of this significant event. Today's topic excites me as much as any other speakers, and I'm looking forward to providing Norwegian insights to our discussion. But before taking my words to further points, I would like to introduce myself briefly. My name is Mert Efe Bartenoğlu. I'm a member of the Norwegian ruling party, Høyre, and I have been elected in Oslo City Council 3 periods between the years 2003 and 2015. Meanwhile, I was referenced as a candidate deputy for the National Parliament between the years 2005 and 2009. In addition to my active political career, I'm a president of the Strategic Research Foundation, Novarus, since 2013. So, as a politician, we have bad habits, which when we take the microphone, so we talk a lot. That's why I take some notes, and I will try to follow my notes, because we have a quite limited time, as far as I know. So during my speech, I will cover the topics listed on the screen. Let's see if we can put it through. Okay. Of course, our motivation for the gathering should be aligned with the main principles of Helsinki Accords. And I believe our focus should be especially on the principles of 5, 7, and 8. I don't have to repeat it, but I would like to read it through actually. Principle 5, peaceful settlement of the disputes. Principle 7, respect of the human rights and the fundamental freedoms, including the freedom of the thoughts, consequences, religion or belief. Most importantly, Principle 8, equal rights and the